Kweli. Et je cède la parole avec plaisir à Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce vendredi, nous recevons Christian Pichevin, qui est le directeur régional des finances publiques. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour à tous. Alors hier, 2 commerçants sont passés devant le juge, poursuivis pour établissement de fausses déclarations et escroqueries. Ce sont vos services qui les avaient attaqués en justice après avoir perçu des fonds de solidarité. Pourquoi aujourd'hui ces personnes se retrouvent devant la justice pour escroquerie? Alors je suppose qu'ils vous ont expliqué, que ces personnes vous ont expliqué les raisons pour lesquelles ils se retrouvaient devant la justice. Je vais peut-être resituer le contexte général. Vous avez parlé de fonds de solidarité. Effectivement, vous le savez, dans le cadre de la crise sanitaire majeure que nous avons vécue, l'État, le gouvernement, a mis en place très rapidement des mesures de soutien de différentes natures. Et s'agissant des petites entreprises notamment, on a mis en place ce qu'on appelle le fonds de solidarité. L'idée, c'était de permettre à ces petites entreprises, à ces indépendants, à ces commerçants, à ces artisans, à ces professions libérales, de pouvoir, en fait, malgré les restrictions d'activité, tenir le temps qu'il fallait en ayant des aides. Il ne s'agissait pas, évidemment, de remplacer le chiffre d'affaires, mais il s'agissait de pouvoir aider. Et donc, ce dispositif a été mis en place en mars 2020. Et donc, on a privilégié la rapidité de l'instruction des demandes, parce que beaucoup de monde était concerné, et on a privilégié la simplicité des demandes. Donc le dispositif consistait à faire une demande en ligne, à déclarer sur l'honneur que les renseignements que l'on donnait étaient bons, et ces renseignements, ils consistaient tout simplement à indiquer quels avaient été le chiffre d'affaires de référence, de l'année de référence, c'était 2019, la crise sanitaire, on se place en 2020, donc on a pris comme référence le chiffre d'affaires moyen de 2019, et puis mois par mois, en 2020 et ensuite en 2021, celui qui estimait, le commerçant, pour reprendre votre exemple, qui estimait avoir une baisse de chiffre d'affaires, et bien sur la base de ces déclarations, en fait, demander l'aide, et donc indiquer son chiffre d'affaires 2019, indiquer son chiffre d'affaires du mois considéré, puisque c'était des demandes à faire de manière mensuelle, et puis quand il y avait une différence, on pouvait avoir droit à une aide qui pouvait être... le dispositif a évolué dans le temps, mais au départ, c'était 50% de la différence de chiffre d'affaires. Donc, s'il y avait une différence de chiffre d'affaires pour le mois de 5 000 euros, on pouvait avoir droit à une aide, mais cette aide était plafonnée. Donc, les plafonds ont évolué, 1 500 euros au départ, 3 000 euros pour les secteurs d'activité les plus mis en difficulté. Ces plafonds ont été portés ensuite à 10 000 euros. Et donc, voilà, ces démarches étaient encore une fois effectuées sous la responsabilité des personnes concernées. Alors, ce sont plus de 150 dossiers qui ont été présentés chez le procureur. C'est quand même important. Comment tout ce beau monde a pu faire des demandes d'ailleurs répétées pour certains. Vous l'avez dit, vous avez privilégié donc la rapidité, la simplicité. Voilà, l'État a privilégié la rapidité, la simplicité. Donc l'erreur ne viendrait pas aussi de votre côté? Pourquoi n'aurait pas pu justement être beaucoup plus insistant, beaucoup plus regardant sur les dossiers, les renseignements fournis? Alors, il faut remettre les choses en perspective. Nous avons eu, au final, plus de 6 000 entreprises à Mayotte qui ont bénéficié de ces aides. Vous venez de me citer un chiffre de 250, donc 6 000 entreprises. 350 selon le procureur des dossiers déposés. Donc 6 000 entreprises ont bénéficié d'aides, donc ce qui est important, de manière répétée, parce qu'encore une fois, la crise a duré plusieurs mois, donc les demandes étaient effectuées chaque mois, encore une fois, sous la responsabilité des personnes concernées. Des contrôles ont été effectués, mais on ne demandait pas de pièces justificatives pour pouvoir bénéficier de ces aides, parce que dès qu'on fournit des pièces justificatives, il faut prendre le temps de les contrôler. Donc c'était encore une fois sous la responsabilité. Il y a eu en fait des contrôles qui ont été effectués, des rejets, mais il faut savoir que, et c'est parfois le cas des dossiers concernés, il y a des demandes qui ont été répétées, c'est-à-dire que au titre d'un mois donné, il y a pu y avoir 3 ou 4 refus, et l'entreprise recommençait en fait. Le chef d'entreprise reposait une demande. Mais le chef d'entreprise pouvait aussi, son dossier pouvait être accepté, il pouvait redemander encore des aides et il avait encore des aides.
Oui, encore une fois, c'est un système qui a été basé sur une relation de confiance et de responsabilité. Encore une fois, on était dans une période très difficile pour tout le monde. L'idée, c'était encore une fois de sauver de la faillite un maximum de petites entreprises. Et encore une fois, le bilan de la vie générale au niveau national, mais particulièrement pour Mayotte, quand vous en parlez avec, et je l'ai fait de manière continue, avec les organisations professionnelles reconnaissent que le dispositif d'aide que nous avons mis en place, que l'État a mis en place durant la crise Covid, a permis effectivement, de manière très très significative, d'aider à passer ce cap. Et donc, le fonds de solidarité n'était d'ailleurs qu'un volet en fait de ces aides. Il y a eu également des mesures en termes de temps partiel, des mesures en termes de recouvrement. Les cotisations ont pu être, ou les impôts ont pu être faire l'objet de mesures de paiement différé. Voilà, donc il y a tout ce dispositif. Et il y a eu aussi le fameux prêt garanti de l'État qui a permis là aussi de permettre aux entreprises de continuer à pouvoir faire des investissements et de tenir. Encore une fois, l'idée c'était de leur permettre de tenir. Et le bilan, encore une fois, a été très positif. C'est 120 millions d'euros qui ont été versés pour Mayotte, pour les entreprises de Mayotte. Et encore une fois, dans la très grande majorité des cas, ça s'est bien passé. Donc on est en train, malheureusement, effectivement, un certain nombre de personnes, de commerçants, d'artisans, mais une infime minorité par rapport à la situation que je décris, eh bien, ont usé de procédés frauduleux, de fausses déclarations, et ont bénéficié effectivement, à tort, d'aides publiques. Donc aujourd'hui, ils doivent rembourser certains. Donc ils encourent tous la prison. Pour le moment, les peines prononcées sont des amendes. Ils doivent rembourser certains jusqu'à 300 000 euros. Il y a des sursis probatoires, ce qui signifie qu'ils peuvent aller carrément en prison en cas de non-remboursement dans les délais établis. Mais ce qui ressort aussi, c'est que ces chefs d'entreprise, je ne sais pas si vous avez regardé nos journaux hier soir, mais en tout cas, ce qui était clair, c'est qu'ils n'étaient pas forcément bien au courant, ils n'avaient pas bien compris ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. Alors, encore une fois, nos concitoyens ont très vite trouvé la porte d'entrée pour ces dispositifs. Encore une fois, à Mayotte, 6 000 entreprises, c'est quand même très très important. Donc nous avons eu un dispositif de communication très massif, direct, par les médias, par vous-même. Nous sommes beaucoup passés aussi par les organisations professionnelles, par les chambres consulaires, donc la CCI, la Chambre des métiers. Donc la communication sur ces dispositifs, en réalité, a existé. On a beaucoup mis en garde contre, effectivement, les tentations qui pouvaient exister de fraude, parce que le dispositif, effectivement, semblait simple. Mais pour eux, ils ont été aussi aidés, ils ont été accompagnés par la CCI, parce que quand même, on sait que on est sur une île où pas mal de monde ne comprennent pas le français ou ne le parlent pas, ne l'écrivent pas. Donc ils se sont fait aider par des tierces personnes, enfin pas entreprises, mais d'autres institutions. Pourquoi est-ce que ces personnes-là, on ne leur demande pas, en tout cas c'est la question qu'ils posent aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces personnes-là ne répondent pas non plus de leurs actes? Alors, je ne sais pas à qui vous faites référence en particulier. En tout cas, en matière d'aide, comme en matière fiscale d'une façon générale, un chef d'entreprise, il est responsable de ses actes. Donc, si effectivement il s'entoure de conseillers qui commettent des erreurs, ben, ces conseillers peuvent effectivement être poursuivis. Mais encore une fois, les dossiers qui arrivent au niveau de la justice aujourd'hui, c'est des situations de fraude avérée, où en fait, de manière très grossière, parfois des chiffres d'affaires ont été déclarés grossis ou au contraire minorés pour la partie en fait d'activité sur 2020 ou sur 2021, et à l'inverse, les chiffres d'affaires de référence ont été grossis. On disait en 2019, on a réalisé 50 000 euros, alors qu'en réalité, on n'avait réalisé que 20 000 euros pour justifier qu'il y avait une baisse de chiffre d'affaires. Et on a observé dans un certain nombre de dossiers également qu'au fur et à mesure que les plafonds évoluaient,
les plafonds d'aide, eh bien les chiffres d'affaires évoluent également, les chiffres d'affaires de référence de manière assez fantaisiste, mais c'était pas si fantaisiste que ça. C'était en fait pour pouvoir optimiser à chaque fois, bénéficier du montant maximal de l'aide. Et donc ces dossiers qui arrivent aujourd'hui devant la justice, donc effectivement hier il y a eu un certain nombre de dossiers qui sont passés devant le tribunal. Et il y avait eu une précédente série lors d'une précédente audience. Ce sont des dossiers pour lesquels, en fait, il y a eu des enquêtes préliminaires, puisque, effectivement, on a mis en évidence des procédés frauduleux. Comme il est de notre devoir et de notre obligation, on saisit le parquet quand il y a effectivement suspicion de fraude. Est-ce que ces chefs d'entreprise, ça signifie qu'ils ne pourront plus jamais obtenir une aide de l'État ? Non, ça signifie d'abord qu'il faut d'abord qu'ils payent ce qu'ils doivent. Ça, c'est vraiment leur obligation première, c'est ce qu'on leur réclame depuis le départ, et on leur a écrit, toutes ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent devant la justice, on leur a écrit plusieurs fois, on a eu des contacts, ils ont donné des explications qui n'étaient pas probantes, ou dans la plupart des cas, ils n'ont pas donné d'explications, et donc on a dû insister. Les dossiers ne sont pas arrivés directement devant le tribunal. Il y a eu des enquêtes préliminaires par des officiers de police judiciaire qui ont mis en évidence effectivement le caractère frauduleux et les fausses déclarations. Alors, et donc, le parquet a proposé de la composition pénale, c'est-à-dire vous réglez dans les 3 mois et on limitera en fait les sanctions à une amende. Eh bien, beaucoup n'ont, et ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans la justice, n'ont pas entendu, n'ont pas saisi cette proposition, et donc passent devant le tribunal aujourd'hui avec les conséquences que vous avez évoquées. Bien sûr, il ne m'appartient pas de commenter des décisions de justice, mais ce sont des conséquences effectivement qui sont très lourdes. Et donc, il faut que chacun prenne conscience que la fraude aux aides publiques constitue une infraction très grave et qui cause des préjudices important à l'État. Christian Pigevin, est-ce que vous comprenez aussi que, en règle générale, le monde fiscal reste assez compliqué à comprendre? Déjà, rien que pour pénétrer dans vos locaux, cela relève d'un parcours de combattant. Beaucoup de Mahorais se plaignent pour aller avoir ne serait-ce qu'un renseignement au service des impôts. Il faut prendre un jour de congé. Et encore. Alors, j'entends, et on peut toujours effectivement faire mieux. Mais vous savez que aujourd'hui, on peut se renseigner par différents canaux. Il y a bien sûr le canal traditionnel du déplacement, mais qui a envie effectivement de se déplacer, de prendre une journée de congé? Personne pour effectivement des affaires administratives. Tout ce que l'on peut faire de chez soi, eh bien, c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous-même, vous avez déjà eu besoin Absolument. Voilà. Des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un en face. Lorsqu'on a un numéro de téléphone, on appelle, personne ne décroche. Des fois, c'est très compliqué. Est-ce que vous êtes en sous-effectif déjà? Alors, encore une fois, il y a différents dispositifs. Donc, toutes les démarches qui peuvent être faites en ligne sont aujourd'hui, c'est ce qui représente aujourd'hui la plupart des contacts. Donc, vous avez une question. Vous avez, dans le cadre de votre espace personnel, la possibilité de poser une question. C'est une question qui va être tracée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas la perdre, votre question. Et donc, mais est-ce qu'il y aura une réponse derrière? Oui. Parfois, il y a des situations où des gens se retrouvent bloqués, des comptes bancaires bloqués. Ils appellent au service des impôts, personne ne répond, donc ils tournent en rond, donc c'est très compliqué aujourd'hui de... Non, mais le sujet, c'est que les appels dont vous parlez, souvent interviennent au dernier moment, au moment où on est effectivement à l'action recouvrement forcé. Il faut réagir, en fait, dès le départ, très en amont de la phase de recouvrement, et répondre aux sollicitations. Il y a beaucoup de sollicitations de notre part qui restent lettres mortes. Par ailleurs, et c'est l'occasion pour moi de rappeler un numéro de téléphone unique, il existe une plateforme qui répond en fait tout au long de la semaine, où on peut se renseigner en matière fiscale. Je peux vous donner le numéro si vous voulez pour vos auditeurs. Le 0809 401 401. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h, ce sont des personnels qui sont dans des différentes plateformes réparties en métropole, qui couvrent l'ensemble du territoire. Ça ne fonctionne pas toujours, monsieur. Moi-même, je l'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Ça sonne dans le vide, ça sonne dans le vide. Sur ce numéro-là. Sur ce numéro-là. Alors, ce sont les horaires métropolitains, donc si vous débordez effectivement de... Voilà, non.
Enfin, globalement, on mesure le taux d'activité, le taux de réponse fonctionne bien, et ce sont des personnels dont c'est le métier, en fait, qui répondent. Qui répondent effectivement, c'est leur métier de répondre au téléphone, et sur des questions effectivement qui sont, dans la plupart des cas, très, 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 très maîtrisées. S'il y a besoin, en fait, de faire des recherches, on rappelle. Merci beaucoup, Christian Pigevin. Je rappelle que vous êtes le directeur régional des finances publiques. Merci. Merci à vous deux pour ce rendez-vous, Zakweli. Merci à vous d'être à l'écoute de votre radio. Watoukouf Marhaba, vous me le